2001, ascension du Himlong-Himal, 7126 mètres au Népal. 2004, traversée de l'Himalaya intégralement à pied durant un an, 5000 km. En 2010, le support à une expédition de Sourd au Spitzberg, une petite île pas très loin du pôle Nord. Quand les journalistes parlent de moi, ils parlent d'un aventurier de l'extrême. Alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a 10 ans à peine, j'étais encore un chef de projet en informatique, un chef de projet confirmé, certes, mais enfin pas très loin du métro boulot dodo. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, ce sont les environnements polaires, et en particulier ce que pourrait être la conception et la fabrication d'un tout petit bateau, 4,50 m, qui permettrait de se rapprocher du pôle en allant à la voile sur la mer, et puis une fois que la mer gèle, embarquer sur la glace et continuer à avancer grâce à des voiles géantes pendues sous des cerfs-volants. Et ce que je vous propose de faire dans les minutes qui viennent, c'est de partager ce qu'il a fallu désapprendre et réapprendre pour passer de cette vie d'ingénieur en informatique à celle de promeneur du monde. Alors au départ, je suis né en région parisienne. C'est là où j'ai vécu mes premières expériences extrêmes, notamment en matière de pollution. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les grands espaces. Alors très rapidement, j'ai déménagé à Grenoble. Alors Grenoble, la ville, ça reste la ville, mais alors autour, waouh, le paradis. La première année, je suis allé en montagne au moins 50 week-ends. Le seul moment compliqué à Grenoble, c'est le printemps. Parce qu'au printemps, vous pouvez déjà faire de l'escalade rocheuse, mais vous pouvez encore faire du ski de randonnée. Alors en sortant du travail, on est obligé de choisir. Grenoble, c'était une vraie découverte de la montagne. Il y avait quelque chose qui vibrait en moi, une espèce de musique qui sonnait juste, et qui m'inspirait, et qui m'attirait en permanence vers les sommets. Et 2 ans après que je sois arrivé à Grenoble, j'ai eu la chance que dans le club de montagne auquel je participais, soit organisé une expédition sur le Himlong-Himal, ce sommet de 7126 mètres au Népal. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire. C'était la garantie que j'allais découvrir la très haute altitude et au pays de l'oxygène rare et vivre des aventures extraordinaires. Alors je suis parti immédiatement, mais pourquoi Pourquoi finalement quelqu'un qui a une vie ordinaire se met subitement à faire des choses qui sortent de l'ordinaire? Ce que j'ai compris, c'est que c'est ce qu'était pour moi vivre. Et pour moi, vivre, c'est découvrir. C'est découvrir l'autre, c'est découvrir des grands espaces, c'est découvrir des univers, c'est me découvrir moi-même, c'est découvrir d'autres cultures. Et finalement, ce qui m'attirait vers les montagnes, ce n'était pas le sommet, c'était quelque chose qui était encore plus grand, encore plus loin. Ce qui m'attirait vers les montagnes, ce qui me donnait une énergie formidable, c'était le fait qu'en allant gravir les montagnes, je me réalisais en même temps que je réalisais un petit peu de ce qu'est le monde et que ça faisait profondément sens pour moi. Et ce que j'ai compris, c'est que si on découvre ce qui fait sens pour soi, alors instantanément, naît pour chacun d'entre nous, une nouvelle énergie. Cette énergie, ça tombe bien, j'en avais besoin, parce que sur le Himlong-Himal, on était quand même ici sur une arête à 6000 mètres, on respirait 3 fois par pas, et il en fallait un petit peu d'énergie pour continuer à avancer. Mais il y avait toujours cette ambition, ce sommet, cette espèce d'aimant qui m'attirait vers le haut. Et j'ai eu la chance d'être un de ceux qui ont atteint le sommet. J'ai vécu là-bas des moments absolument fabuleux, extraordinaires. Et pas seulement parce qu'on était sponsorisé par la Chartreuse. J'ai vécu là-bas des moments extraordinaires. Nous avons vécu des moments extraordinaires, nous étions 9 sur 10 à atteindre le sommet. Sur ce sommet qui avait été gravi que 2 fois depuis le début de l'histoire des temps. Les sponsors, ravis. La presse spécialisée, fabuleuse expédition Himlong-Himal. Et chacun d'entre nous, chacun de ceux qui étaient allés au sommet, c'est-à-dire 100% des personnes dans l'expédition qui avaient décidé d'aller au sommet, les 9 qui étaient allés là-haut, nous étions absolument ravis, tout comme était ravie la personne qui avait décidé de faire demi-tour en ayant atteint ses limites. Il y a une seule chose que je regrette un petit peu avec le recul, c'est que la première, c'est que dans notre groupe, il n'y avait pas vraiment une équipe, il y avait plutôt 10 individus, chacun sur la montagne. Et puis une autre chose, un détail, c'est que au retour de l'expédition, quand l'avion se pose en France, là, quand on débarque, au sein de notre groupe, la grande majorité des personnes du groupe a pris une décision ferme, c'est de ne plus jamais faire de montagne avec plus personne dans l'équipe. Ça pose un petit problème quand même. Alors pourquoi ça? En fait, il s'est passé plusieurs fois des événements comme celui que je vais vous raconter. Et fondamentalement, ce qui s'est passé, c'est que au sein de notre équipe, il y avait des personnes qui étaient parties là-bas avec un objectif de dépassement de soi. Pour eux,
le succès du projet se mesurait au fait qu'on ait tenté tout ce qui était raisonnable en termes de sécurité, mais qu'on ait joué toutes les cartes, tout tenté pour atteindre le sommet. D'autres étaient partis avec une idée de se faire plaisir avant tout, et si en plus on atteignait le sommet, alors ça c'était la cerise sur le gâteau. Et puis lors de la première assaut au sommet, on était sur cette arête-là, 6000 mètres, respiration 3 fois par pas, 10 heures de marche, et on n'est plus très loin du sommet, alors on n'est pas encore arrivé, hein, mais le sommet est quand même pas très loin, et là subitement la météo tourne du grand beau temps au grand mauvais temps. Quelque chose comme pas loin de 50 cm de neige qui tombe en 30 minutes. Et là vous avez encore des ensembles, un dépassement de soi sur la corde qui veut absolument aller jusqu'au sommet et tout tenter, et juste derrière, se faire plaisir avant tout. Il y a des tensions, et pas que sur le bout de ficelle, si vous voyez ce que je veux dire. Fondamentalement, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'une expédition? Une expédition, c'est un environnement. Alors quand vous allez au pôle Nord, en général, il fait frais. Quand vous allez dans le Sahara, à midi, en général, il fait chaud. C'est un environnement, puis au-dessus de l'environnement, c'est de l'humain. Ce sont des hommes, des femmes, qui ont chacun un comportement, qui ont des compétences, qui ont des valeurs et des croyances, qui ont une identité. Et puis l'ensemble de ce dispositif s'inscrit dans un écosystème qui fait sens, qui est connecté au sens ou qui ne l'est pas. Et lorsqu'on a préparé l'expédition Imlongimal, on s'est posé la question de savoir quel environnement on allait rencontrer. De la neige, de la glace, bon, très bien, donc quel comportement il faudrait, donc quelles compétences. Et puis on a pris le meilleur matériel. Et puis on a fait des entraînements de fou, on était extrêmement affûtés, et sur toutes ces questions-là, on était absolument parfait. On s'est centré sur la question de qu'est-ce qu'on va faire, le quoi, l'ascension du sommet, et comment est-ce qu'on allait le faire. Et sur ces points-là, on a été absolument excellent. La seule chose, c'est qu'on a manqué le vrai challenge. Quel était le vrai défi? Le vrai défi n'était pas de savoir ce qu'il y avait à faire, atteindre le sommet, ni de savoir comment on allait le faire. Le véritable défi, c'était de savoir pourquoi. Pourquoi toi, Olivier, tu veux gravir ce sommet? Pourquoi toi, Carole, tu veux partir là-bas? Pourquoi toi, Fabrice? Pourquoi, pour chacun d'entre nous, on voulait aller faire cette ascension? Qu'est-ce qui faisait sens pour chacun d'entre nous derrière ce prétexte qui était de faire l'ascension du Imlongimal? Et comme cette question n'a pas été posée, le sens n'était pas partagé. Et comme le sens n'était pas partagé, avec la meilleure équipe et les meilleurs outils du monde, il n'empêche que la cohésion n'était pas là et que le fonctionnement ne marchait pas. Alors à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai compris que le manque de sens conduit à l'échec, alors le manque de sens conduit à l'échec malgré des succès apparents, on s'entend, il peut y avoir des succès de façade, mais profondément, dans la durée et humainement, le manque de sens conduit à l'échec. Le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à mettre du sens dans mes expéditions et à m'intéresser à des expéditions qui faisaient sens. Et j'ai découvert les montagnes du silence. Les montagnes du silence posent des ponts entre le monde des sourds et le monde des entendants à travers les activités de montagne. Et il préparait une expédition au Spitsberg, cette île à côté du pôle Nord, et lorsque je rentre sur le projet, eh bien je me rends compte qu'en termes de compétences, comment vous dire, j'ai jamais vu une bande de bras cassés pareille. On se l'est dit très amicalement, hein, mais à part le chef d'expédition côté sourd et sa femme, les autres n'ont jamais fait de montagne, c'est juste pour aller faire un truc pas très loin du pôle Nord dans un an. Alors on décide de faire des entraînements qui sont limités qu'aux vacances scolaires, parce que sur les week-ends c'est trop court pour venir de toute la France. Et puis on se rend vite compte que le mot piolet n'existe pas, alors il faut l'inventer. Le mot crampon n'existe pas en langue des signes, il faut l'inventer aussi. Et puis on se rend compte d'une chose, c'est que vous êtes en montagne, vous avancez tous ensemble et il y a une pierre qui tombe pour prévenir du danger, vous criez Pierre. Allez crier Pierre dans l'oreille d'un sourd. Et encore, je vous parle de là de ce qui se passe l'été, mais je ne vous parle pas de l'hiver, quand on se retrouve à préparer du ski de randonnée sur un glacier du côté de Chamonix, où on se retrouve sur la glace du glacier, il fait moins 15 degrés et l'interprète a des moufles. La langue des moufles, la langue des signes avec des moufles. Enfin bref, tout ça mis ensemble, il y a 1000 difficultés, mais l'expédition arrive quand même à partir, avec un tout petit budget, pas avec le meilleur matériel. Ils se débrouillent avec des bouts de ficelle et ils arrivent à partir. Par contre, quand ils partent, une chose est sûre, c'est que tout le monde ne part pas seulement faire une expédition, mais part pour démontrer que sourds et entendants peuvent tout assumer au même niveau, et qu'on peut rapprocher les deux cultures, et qu'on a un intérêt à le faire, et qu'il y a une vraie richesse à ça. Donc chacun part avec cette mission-là. Et qu'est-ce qui se passe dans cette expédition-là? Comme dans toute expédition, il y a 1000 petites difficultés. Il y a beaucoup d'ours blancs dans la région où ils vont évoluer. Comme il devait faire très froid, ils avaient de l'équipement, ils avaient des chaussures moins 60 degrés. On est tranquille pour le froid. Il a fait jusqu'à plus 25. Avec leurs chaussures à plus 25, ils ont les pieds qui ont tellement gonflé qu'ils n'arrivaient plus à mettre leurs chaussures.
qu'ils ont eu des ampoules qui se sont ouvertes énormes et qu'ils ont été obligés de découper leurs chaussures avec des couteaux pour faire des ventilations. Mais ça ne les a pas empêchés d'avancer. Et puis quand ils sont arrivés là-bas, les guides norvégiens étaient un peu dubitatifs devant cette équipe particulière. Et puis les choses se sont mises en route progressivement, et au bout de quelques jours, arrivé le soir, après une grosse journée de marche, c'était le temps d'aller se reposer, les guides allaient se coucher. Par contre, pour les montagnes du silence, pour les sourds et les entendants ensemble, il n'était pas question d'aller se coucher, c'était une deuxième journée qui commençait. On sortait le téléphone satellite, on sortait les moyens de communication, et puis il y avait la liaison pédagogique avec les écoles, et puis les sponsors. Et ça durait jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais le lendemain matin, il fallait repartir aux aurores. Alors qu'est-ce que ça donnait ça dans le temps? On pourrait imaginer que le niveau d'énergie a diminué. Au contraire, il a augmenté tout au long de l'expédition, et chaque jour, jusqu'au dernier jour, chaque jour, ils étaient plus rapides que le jour précédent. Et à la fin de l'expédition, en termes de cohésion, en termes d'engagement, c'est des kamikazes, quoi. Si on doit repartir demain, ils repartent tout de suite. Alors pourquoi ça? Parce que les montagnes du silence se posent la question d'abord du sens. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Faisons quelque chose qui fait sens. Ok, on va démontrer que sourds et entendants peuvent vivre ensemble. Est-ce que ça fait du sens? Ça, oui, ça crée la cohésion. Et après, on adresse toutes les autres questions. Soudés par le sens, on réussit, même avec des moyens limités. Soudés par le sens, même avec des moyens limités, on réussit tous ensemble. Et si on compare les deux, où est la performance, où est la véritable réalisation de soi? Et puis surtout, pourquoi des résultats si différents? Pour l'expédition Imlungimal, voici comment nous avons procédé. On s'est d'abord posé la question du quoi. Quel environnement on va rencontrer? Autrement dit, l'environnement dans lequel on va évoluer, c'est quoi? Et puis après, on s'est dit, puisque c'est cet environnement-là, comment est-ce qu'on va le faire? Quelles compétences? Quel comportement? Et encore une fois, on était parfait sur ces questions-là, sauf que comme le sens n'était pas là, il n'y avait pas de cohésion dans l'action, il n'y avait pas d'efficacité, donc ça ne marchait pas. Et donc on se demandait, pourquoi? Comme ça nous permettait de trouver la cause. Bon, éventuellement, on tapait un peu sur les doigts de quelqu'un, et puis maintenant qu'on savait pourquoi ça n'avait pas marché, on se demandait, il faut faire quoi? Et on bouclait, comme ça, indéfiniment, sur ces questions-là. Les montagnes du silence font quelque chose de très différent. Les montagnes du silence se posent la question de savoir pourquoi. Pas pourquoi, le mot en un seul mot, la cause. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour quel résultat? Quelle est notre mission? Quelle est notre intention? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qu'on veut faire tous ensemble? Et une fois que tout le monde est aligné sur cette question, une fois que tout le monde est d'accord sur la réponse, c'est le moment de se poser la question des modalités, de comment on va faire, comment à travers une expédition, et puis où? Au Spitzberg. Pourquoi? Pour rapprocher deux communautés. Comment? En faisant une expédition, ou au Spitzberg, et tout coule de source. Dans la première expédition, on avait des gens entraînés, hyper compétents. Dans la deuxième, des gens débutants, sous-équipés. Et on voit la différence de résultats entre les deux. C'est pas la compétence est importante, mais encore plus de compétence n'est pas forcément la réponse. La réponse est d'abord dans la mission et dans le pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Alors, découvrir ce qui fait sens pour soi donne une nouvelle énergie. Le manque de sens conduit à l'échec malgré le succès apparent. Soudés par le sens, on réussit même avec des moyens limités. Alors ce que ça me donne envie de vous dire, ce sont les 2-3 choses qui suivent. La première, c'est avant de se lancer dans l'action, ça vaudrait certainement la peine de savoir quel est le sens de notre action et savoir si notre action fait sens. Et puis une fois qu'on est dans l'action et le nez dans le guidon, d'être chacun d'entre nous les garants du fait que notre action reste alignée avec ce qui fait sens. Et puis, professionnellement, qu'est-ce qui fait sens? Quelle est votre mission? Mon métier, c'est de faire des conférences, des formations d'entreprise, et c'est ça qui finance mes expéditions, c'est ça qui finance ma vie en général. Mais ma mission n'est pas celle-là. Ma mission est très différente. Ma mission, c'est de faire que chaque organisation, chaque personne puisse être à la fois performante et sereine afin de prospérer et de bien vivre dans un monde de plus en plus incertain. Ce n'est pas exactement le même job. J'ai un ami qui est assureur. Est-ce que son métier, c'est de vendre un maximum de contrats d'assurance? Ou est-ce que son métier, c'est de faire en sorte que vous, que moi, soyons protégés de la meilleure façon possible contre les aléas de la vie? Ce n'est pas le même métier. Quel est votre métier? Quelle est votre mission professionnelle?
Et à titre personnel, pourquoi est-ce que vous êtes là? Enfin, la question n'est pas de savoir comment vos parents ont procédé pour faire que vous soyez là, mais pourquoi en 2 mots? Quelle est votre mission personnelle? C'est important de le savoir, en tout cas de s'interroger dessus. D'une part, parce que ça donne une nouvelle énergie, d'autre part, parce que est-ce que vous préférez, dans 10 ans, vous retourner, vous poser la question de savoir, enfin, vous dire dans 10 ans, ah, voilà ce qu'il aurait fallu que je fasse, ou est-ce que vous préférez vous retourner dans 10 ans pour vous dire, ah, quel bonheur d'avoir fait exactement ce pourquoi j'étais là sur Terre. Quelle est votre mission? Nous vivons dans des sociétés, en tout cas les sociétés occidentales, qui sont des sociétés expertes en matière de faire, de savoir-faire, de process, de processus, de méthodes. Il me semble que ce qu'on devrait oublier un petit peu, c'est un petit peu de ce faire et de ce comment faire. Il me semble que ce qu'on devrait réapprendre, c'est à partager le sens, à s'interroger sur le sens et à bien se solidariser autour d'une mission commune. Ce qu'on devrait oublier un petit peu, c'est le quoi, le comment, le quand, ce genre de questions. Ce qu'on devrait réapprendre, c'est le pourquoi. Pourquoi en 2 mots. Pourquoi pour commencer, pourquoi avant tout. Merci de votre attention. Merci. Bravo.